Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette 14e édition du Festival d'Histoire de l'Art qui est consacré au vrai et au faux. Et quoi de mieux pour aborder ce sujet que de parler de la question de la signature qui a priori est la garante par excellence de l'authenticité mais qui peut parfois être trompeuse. Alors pour cela, j'ai l'honneur et le plaisir de présenter notre intervenante, Madame Charlotte Guichard, professeure d'Histoire de l'Art à l'École nationale supérieure à Paris. Charlotte Guichard est spécialiste de l'histoire des collections, du patrimoine et du marché de l'art à l'âge moderne. Elle travaille sur les cultures visuelles et matérielles du XVIIIe siècle dans une perspective transnationale et globale. Et plus spécifiquement, en ce moment, elle s'intéresse aux imaginaires coloniaux dans l'art français du XVIIe au XIXe siècle. Enfin, elle est l'autrice de nombreux ouvrages, parmi lesquels on peut citer Les amateurs d'art à Paris au XVIIIe siècle en 2008, La griffe du peintre 1730-1820 paru en 2018, et elle vient également de publier cette année, au Seuil, avec Sophie Grasse, un livre intitulé « Vendre son art, le marché à l'œuvre de la Renaissance à nos jours ». Et je lui cède donc la parole pour sa conférence intitulée « L'ère du soupçon, signature et authenticité vers 1800 ». Merci beaucoup, merci pour cette présentation et je suis très heureuse de présenter mes travaux dans cette salle magnifique et voilà, avec ce thème évidemment très heuristique de l'authenticité. Voilà, j'ai choisi de présenter quelque chose aujourd'hui autour de la signature, qui est un sujet, un motif, un détail du tableau qui continue à me passionner, à la fois par les richesses formelles, stylistiques, économiques, esthétiques qu'il véhicule. L'ère du soupçon, point d'interrogation, signature et authenticité autour de 1800. Alors voilà, pour introduire mon sujet, j'ai choisi cette très belle aquarelle. Nous sommes à Paris, en l'année 1774, et vous voyez une aquarelle qui représente un homme au centre. L'image est curieuse. Vous le voyez, l'homme a un rat juché sur la tête. Au même moment, d'autres rats ont envahi l'espace et se régalent d'une assiette, des restes d'une assiette laissée sur le sol. Le poêle est en train de prendre feu à l'extrême gauche, mais l'homme reste imperturbable. Il est absorbé dans les tableaux qui l'entourent. Un détail en particulier attire particulièrement son regard. Ce sont les signatures qui sont apposées sur les tableaux et qui saturent véritablement l'image. Van Dyck, Corrège, Fetti, Alban, Véronèse, Parmigiano. Je ne peux pas toutes vous les montrer, mais vous en voyez certaines ici qui sont peintes. Van Dyck ici au dos. Et celle-ci, à gauche, Van Valens, qui s'embarrasse peu de réalisme puisque l'auteur, Charles Germain de Saint-Aubin, dessinateur du roi, propose une signature apposée au revers de la toile, mais qui en déborde, sans souci de réalisme, sur le cadre d'un autre tableau. Dans cette satire, Saint-Aubin s'amuse de l'importance que le détail de la signature revêt désormais aux yeux des amateurs et des experts de son temps. Un autre de ses contemporains, l'italien Giovanni Bottari, faisait le même constat dans les mêmes années, puisqu'il se plaignait dans une de ses lettres de ce que les amateurs de son temps se mettaient à acheter, et je le cite, des noms et non plus des œuvres. Que se passe-t-il alors en ce long XVIIIe siècle pour que le regard se fixe ainsi sur le nom précisément et sur la signature dans le tableau ? Signer le tableau n'était certes pas une pratique nouvelle pour les peintres. Elle est attestée très tôt, je n'ai pas le temps de faire ici l'histoire de la signature, mais on pourrait dire, pour aller vite, que la signature apparaît en même temps que naît le tableau comme objet qu'il est mobile, cessible, transportable. En ce sens, et je ne développerai pas, la signature a trait à l'histoire de la provenance. L'histoire de la signature donc est longue, elle est faite d'innovations et de rejets successifs et qui puisent parfois jusque dans l'Antiquité, puisque Pline l'Ancien, dans ses textes, évoquait la signature des peintres. Mais au XVIIIe siècle, désormais, comme le montre cette satire, la signature est devenue un détail qui fonde en partie la valeur des œuvres. Car ne nous y trompons pas, il est bien question de valeur ici, et notamment de valeur économique, dans cette caricature, puisque cette satire
frôle la caricature, puisque l'expert dont il est question peut être tout à fait identifié, en tout cas c'est ce que j'ai fait dans un livre passé. Il s'agit de Pierre-Jean Mariette. Et Pierre-Jean Mariette mettait en vente en 1774, vous le voyez dans la légende ici de l'aquarelle, il mettait en vente sa collection estimée à 100 000 écus. La collection avait été proposée à l'achat en bloc au cabinet du roi en 1774, l'année de la caricature, mais elle fut finalement vendue aux enchères. Donc ici, la signature est aussi liée à la valeur économique. En ces années, la signature est en effet devenue un marqueur d'authenticité, un lieu du tableau sur lequel le regard se pose et qui participe pleinement au jugement d'attribution. Alors comment en est-on arrivé là? De quand dater ce basculement? Transportons-nous à Paris au milieu du XVIIIe siècle. Ce sont des années de grands changements. Paris est devenu un lieu central en Europe du marché de l'art avec l'apparition des ventes aux enchères de tableaux. Historiquement, vous le savez peut-être, c'est à Londres qu'apparaissent les premières ventes aux enchères de livres, Amsterdam et ensuite Paris. Il s'agit d'un marché de la revente où l'attribution et l'authenticité sont incertaines, parfois douteuses, où l'histoire de la provenance des œuvres, ce qu'on appelle aujourd'hui leur biographie, est parfois mal connue et fait peser le doute et le soupçon sur l'authenticité. La signature est là pour rassurer l'acquéreur potentiel, pour fonder attribution et authenticité. Alors, pour aborder ces questions, je développerai en 3 temps ma conférence. Tout d'abord, je voudrais montrer comment la signature devient un élément de la littérature sur l'authenticité et l'attribution en art, ce qu'on appelle classiquement la littérature du connoisseurship. Ensuite, je voudrais vous montrer comment apparaissent, au moment même où apparaît la littérature du connoisseurship, apparaissent aussi et se développent de fausses signatures, des inscriptions apocryphes, des signatures pastiches, qui montrent combien l'objet tableau participe d'une matérialité complexe. Qu'y a-t-il dans un nom? Bien souvent, derrière le nom parfois pastiché, parfois falsifié, se cache un travail artistique plus collectif au sein de l'atelier du maître. Et ce que je voudrais vous montrer rapidement dans ce deuxième temps, c'est qu'une toile peut être parfaitement authentique sans être tout à fait autographe, en tout cas au XVIIIe siècle. Et puis je terminerai avec une réflexion un peu différente pour vous montrer que dans d'autres cas, plus nouveaux au XVIIIe siècle, lorsque triomphe le régime, ce qu'il appelle le régime autographique de la peinture, au moment des balbutiements du mythe romantique, la signature peut être autographe, c'est-à-dire tracée de la main de l'auteur du tableau. Elle peut être autographe, et elle devient alors le signe d'une présence particulière, matérielle de l'artiste à la toile, au sens où la critique d'art et historienne Isabelle Grow a parlé de présence indiciaire de l'artiste. On verra que si la signature fait preuve parfois de l'authenticité matérielle d'un tableau, elle commence, à la fin du XVIIIe siècle, à faire signe aussi vers une conception nouvelle de l'authenticité en art, une authenticité cette fois morale et personnelle, au sens où Rousseau l'a théorisé. Et comme ça, on voyagera de l'authenticité matérielle dans le marché de l'art vers une authenticité plus morale, plus existentielle, qui peut s'affirmer à travers la signature et l'affirmation d'une présence à la toile. Alors tout d'abord, signature et connoisseurship. Traditionnellement, vous le savez, la signature est associée au nom de l'artiste, elle est un marqueur d'authenticité. Elle n'est pas exactement un signe de validation au sens où l'entendent les juristes. Pourquoi? Car elle n'a pas de caractère obligatoire. Par exemple, dans les réglementations des métiers de peintre, il n'est jamais question d'une signature qui devrait être obligatoire, alors que la signature est par exemple obligatoire dans la corporation des ébénistes au même moment. La signature, donc, n'est pas obligatoire, elle n'est pas un signe de validation, mais elle renvoie malgré tout à l'authentification de la toile. En ce sens, la signature, au XVIIIe siècle, est liée à la pratique de l'attribution. Elle permet de construire des catalogues raisonnés d'artistes, un genre qui se développe au XVIIIe siècle, justement, en même temps que la littérature nouvelle, dite du connoisseurship, et qui s'efforce au même moment. Qu'est-ce que c'est que cette littérature du connoisseurship? Eh bien, c'est une littérature qui s'efforce de définir les critères de l'attribution, de l'authenticité et de la qualité des peintures. Et cette littérature, donc, qui commence à édicter des critères d'authenticité, d'attribution, eh bien, elle commence en même temps à s'intéresser aux marques,
apposées par les artistes sur leur production. Alors ici, je vous propose sans doute ce qui est, à ma connaissance, un des premiers ouvrages dédiés à ce qu'on commencera à appeler les signatures et qu'on appelle encore monogrammes ou marques. Voilà, nous sommes en 1750. Vous voyez que les choses sont assez situées. Un dictionnaire des monogrammes, chiffres, lettres initiales, logogriffes, rébus, sous lesquels les plus célèbres peintres, graveurs et dessinateurs ont dessiné leur nom, publié en 1747, à l'origine donc en allemand, à l'université de Leipzig, par un antiquaire, Johann Friedrich Christ. Et en 1750, vous voyez la date ici, l'ouvrage est traduit en français. Alors, il s'agit vraiment du premier ouvrage spécifiquement dédié à la question des monogrammes et des marques d'artistes. C'est un genre qui va se développer de manière exponentielle, surtout au XIXe siècle, puis au XXe siècle. Dans son nouveau propos, l'auteur se livre commodément à une compilation des ouvrages qui se seraient intéressés avant lui aux marques et aux monogrammes. Alors, voilà, donc là, vous voyez comment est-ce que dans la marge du dictionnaire, il reprend des marques d'artistes. Quelques ouvrages qui se seraient de manière marginale, sans s'y consacrer entièrement, donc des ouvrages qui s'intéresseraient à la marque et à la signature d'artistes. En particulier, il évoque l'Abecedario Pittorico d'Orlandi, un ouvrage de 1719, traduit partiellement en anglais. Vous avez la traduction à droite sur la diapositive. A complete collection and explanation of the several marks and ciphers by which the prints of the best engravers are distinguished. Londres, 1730. Alors, comment est-ce qu'on pouvait réaliser un tel ouvrage dans ces années ? Eh bien, très simplement, l'auteur l'explique dans son introduction, il s'est basé sur la collection d'un amateur de l'Académie royale de peinture, le marquis de Voyer d'Argenson, grâce auquel, qui lui a ouvert sa collection de gravures, de peintures, et à partir de laquelle il a pu travailler et répertorier ainsi des signatures. Alors, évidemment, comme vous pouvez le voir déjà, ce premier travail de compilation porte essentiellement sur les marques des graveurs, mais il contient aussi d'intéressantes descriptions de marques de peintres, tels Tintoretto, Augustin Carracci ou Joseph de Ribera. Les marques des artistes deviennent ainsi un outil de classification des productions artistiques, avec un souci d'érudition marqué par la tradition philologique. Vous voyez qu'en fait, ce sont les antiquaires là qui s'intéressent à la signature. Cet ouvrage s'inscrit donc pleinement dans l'important travail d'organisation des savoirs artistiques qui se fait jour en Europe au XVIIIe siècle, en complément au modèle biographique vasarien. Développement des savoirs de l'attribution dans les mondes de l'art et l'attribution par la signature devenant un moyen d'authentifier une peinture. Évidemment, la signature n'est jamais seule, elle n'est jamais, on y reviendra peut-être, elle n'est jamais le seul indice d'attribution. C'est un indice d'attribution parmi d'autres. Alors, très rapidement, la signature survient au XVIIIe siècle en raison de ce marché de l'art secondaire que j'évoquais dans mon introduction, puisqu'il y a un marché de la revente qui se développe. Mais traditionnellement, lorsque la littérature du connoisseurship apparaît fin XVIe, XVIIe siècle, ce qui intéresse surtout les auteurs, c'est la touche dans la peinture. Donc, c'est plutôt la touche qui venait permettre d'attribuer une peinture. Un extrait rapide d'un ouvrage canonique, Roger de Pile, par exemple, 1677, pour vous montrer l'antériorité de la touche dans cette histoire de l'attribution. On connaît de qui est un tableau, comme vous connaissez de qui est une lettre que vous recevez d'une personne qui vous a écrit déjà plusieurs fois. Et il y a deux choses qui font connaître ces sortes de lettres. Le caractère de la main, la touche, et celui de l'esprit, c'est la composition. Le caractère de la main n'est autre chose qu'une habitude toute singulière que chacun prend de former ses lettres, et le caractère de l'esprit est le style du discours et le tour que l'on donne à ses pensées. On trouve dans les tableaux ces deux caractères. Celui de la main est l'habitude de chaque peintre, et l'habitude que chaque peintre a contracté de manier le pinceau, et celui de l'esprit est le génie de la peinture. Donc ici, ce qui m'a intéressé dans ce développement particulier, c'est que Roger de Pile, fait une analogie entre la touche et l'écriture, ce qui nous amène aussi vers la signature au siècle suivant. Les premiers dictionnaires de signature que j'évoquais à l'instant participent donc de cette littérature plus ancienne du connoisseurship
Et on parle de connoisseurship, avec un terme en anglais, parce que cette littérature, je dirais, trouve ses lettres de noblesse, est en train d'être érigée en science par Jonathan Richardson, qui parle d'une science du connoisseurship en Angleterre dans les années 1710. Bref, on a là des antiquaires, des amateurs, des marchands, des théoriciens qui se passionnent pour l'attribution, l'authenticité et la qualité de la peinture dans le contexte d'un marché du tableau en pleine explosion et qui vont donc faire de ce détail de la signature un détail dans le tableau sur lequel le regard se pose. Au-delà de ces compilations textuelles que j'évoquais à l'instant, on commence à avoir des traces artistiques de ce regard qui se pose sur la signature. Comme je le disais, la signature est érigée au rang de détail signifiant, et en particulier dans ce très beau pastel exécuté par le peintre suisse Jean-Étienne Lyotard en 1757, qui représente donc un amateur, François Tronchin, grand ami de Voltaire, qui l'héberge chez lui à Genève. Et donc Lyotard présente Tronchin au milieu de sa collection. Vous voyez, c'est une très rare présentation d'un amateur devant ses tableaux au XVIIIe siècle. C'est pas encore un trope comme ça pourrait l'être au XIXe puis au XXe siècle. Tronchin donc devant des tableaux dont l'un est recouvert d'un rideau vert, comme il était coutume à l'époque. Et surtout, il désigne du doigt un tableau de Rembrandt sur son chevalet, chose encore plus rare, j'allais dire. Et ce qui m'intéressait, moi, lorsque j'ai travaillé sur la signature, c'est que, je ne sais pas si vous pouvez le voir, et c'est le problème de ces signatures, en réalité, c'est qu'on les voit toujours très mal. Là, j'ai agrandi. Je ne sais pas si vous voyez, mais Lyotard, au pastel, reproduit la signature de Rembrandt, ici. Rembrandt, en fait, il écrit R-E-M-B-R, point de suspension, F pour Fékit, 164 1640, point de suspension. Et on pourrait dire là que Tronchin est en train de désigner la signature du doigt. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que la signature est authentique, puisque c'est ce que montre la comparaison avec le tableau original, aujourd'hui conservé au National Museum d'Édimbourg. Et on voit, j'y suis allée, que la signature est exactement identique, ce qui atteste du regard de l'amateur sur le Rembrandt et du regard du peintre sur le Rembrandt. Vous voyez, une sorte de généalogie des regards qui est tout à fait rare, il faut bien le dire. On voit ainsi comment une signature peut être reproduite, documentée dans un tableau. Le peintre Lyotard, qui était lui-même occasionnellement intermédiaire marchand, montre comment le regard de l'expert et celui de l'artiste découpent la signature dans le tableau et lui donnent un véritable statut dans l'espace de la représentation. Que Rembrandt ait été choisi par Tronchin et Lyotard ici n'est pas surprenant. En cela, ce tableau emporte avec lui, je dirais, une somme de savoir sur des savoirs de l'expertise au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que Tronchin possède un Rembrandt et Lyotard choisit de le représenter devant un Rembrandt. Pourquoi ? Parce que Rembrandt est par excellence l'artiste des connaisseurs au XVIIIe siècle, comme il l'est encore aujourd'hui au XXe et au XXIe siècle. L'œuvre de Rembrandt fut un véritable laboratoire pour les méthodes du connoisseurship des experts. En 1751, le catalogue raisonné des gravures de l'artiste était publié, et c'est le premier catalogue raisonné d'un artiste en France où les signatures des gravures sont décrites. Vous pouvez voir là-bas, en bas du numéro 18, donc on lit, au haut du même côté, RT 1630. Ce sont les tout débuts des descriptions de signatures. Alors voilà, pour le contexte en fait, vous voyez. À la suite donc, de l'ouvrage que j'évoquais tout à l'heure de Johann Heinrich Christ, les premiers facsimilés de marques de peintres sont publiés par un marchand, le marchand Jean-Baptiste Pierre Lebrun, donc très important marchand d'art du XVIIIe siècle, premier commissaire expert du Louvre, époux d'Élisabeth Vigée-Lebrun.
Dans son ouvrage « Galerie des peintres flamands, hollandais et allemands », dont il était un expert incontesté, donc une galerie publiée entre 1792 et 1796, vous voyez que Lebrun commence à reproduire, lui aussi, des marques, ce qu'on appelle des marques. À l'époque, on ne parle pas encore de signature. Le vocabulaire va évoluer lentement jusqu'au XIXe siècle. Voilà, manière dont il a marqué ses ouvrages, PH pour Pierre de Hooch, élève de Berchem. Alors, ce qui est tout à fait passionnant, c'est que là, on est dans les publications érudites, les sommes d'experts, etc., qui commencent à être publiées au XVIIIe siècle. Ce qui est passionnant, c'est si on va dans les archives de Lebrun, qui sont conservées à la BNF encore aujourd'hui, eh bien, on voit que sur quelques feuillets au crayon, Lebrun s'est amusé, ou plutôt a travaillé à imiter les signatures de dizaines de maîtres hollandais et flamands parmi les plus recherchés du XVIIIe siècle. Van Huysum, Moucheron, Metsu, Ruysch, Van Ostade, Lerès. Vous voyez par exemple ici une très belle copie de signature. Jan van Huysum, Fekit, Isaac Ostade, 1649, etc. Alors, exécutées donc au graphite, au crayon graphite, jamais à l'encre, ces signatures apparaissent comme de véritables exercices d'écriture pour celui qui deviendra le premier commissaire expert du musée du Louvre. Dans ces exercices d'écriture, qui sont aussi un travail, à mon sens, de familiarisation avec la manière des peintres, Lebrun s'approprie la signature de certains peintres hollandais et flamands, dont il était à l'époque l'expert incontesté. Ce faisant, que fait-il ? Il met au jour, en fait, des artistes secondaires, il cherche des noms, il trouve des artistes secondaires, il découvre leurs monogrammes et il travaille en même temps leur biographie et leur catalogue en inscrivant à côté du nom de l'artiste un tableau, un prix, une date de réalisation d'un tableau. Ce qui est intéressant, c'est qu'on mesure dans ces feuillets quelque chose qui est très rare, à savoir les savoirs graphiques qui sont engagés par l'expert au moment de la constitution des catalogues d'artistes. Ces signatures, ironiquement aussi très proches des signatures autographes des peintres, montrent à quel point les figures de l'expert, du copiste et du faussaire peuvent être intimement liées. Alors, ce rapide parcours à travers la littérature du connoisseurship me permettait de mettre l'accent sur une fascination nouvelle au XVIIIe siècle, en France et en Europe, pour la signature du peintre, ainsi articulée au nom qui garantirait l'authenticité d'une peinture. Il n'en demeure pas moins que les signatures fausses, apocryphes ou pastichées étaient déjà nombreuses à l'époque. Ce sera le sujet de mon deuxième point. Je vais vous montrer quelques signatures douteuses. Les signatures douteuses sont en effet déjà présentes au XVIIIe siècle. Au moment même où les catalogues apparaissent, les falsifications, les pastiches, les inscriptions incertaines se multiplient et jettent le doute, en fait, sur ce signe de l'authenticité, dont je dis assez volontiers qu'il est dense et faible. Il recouvre de nombreux savoirs, mais il est aussi très faible. Il ne vaut rien par lui-même. Alors, il est difficile de trouver des traces visuelles ou archivistiques de fausses signatures au XVIIIe siècle, mais on sait que les premières falsifications se développent aussi rapidement. En voici une trace. En 1729, Bernardo de Dominici publie une vie du peintre napolitain Luca Giordano. Luca Giordano était connu de son temps pour être un excellent imitateur des grands maîtres comme Raphaël, Michel-Ange, Caravage. Dans la vie de Luca Giordano, l'auteur écrit que celui-ci aurait peint un tableau à la manière de Dürer, tableau intitulé « La guérison du paralytique », destiné à tromper un prieur qui se pensait grand connaisseur du peintre. Voilà. Voilà, donc celui-ci affirmait avec obstination que Luca Giordano pourrait contrefaire tous les styles excepté celui d'Albrecht Dürer, qu'il vénérait plus que tout autre peintre. C'est le prieur qui parle. Il acheta pourtant 600 écus, un panneau ancien comme œuvre du dit Albert. Une scène du Christ guérissant les malades, avec de très nombreux personnages y étaient peintes, et les spécialistes eux-mêmes l'acceptèrent comme une œuvre originale de ce maître. Le prieur s'étant vanté devant Lucas, s'entendit répondre que ce panneau avait été peint par lui. Comme preuve, il lui fit retrouver son nom dissimulé derrière le panneau. Le prieur, se voyant trompé, lui intenta un procès qui fut célèbre en son temps en exigeant le remboursement de l'argent qu'il avait versé, en croyant que le panneau était d'Albrecht Dürer et non de Giordano. La cause fut portée devant le tribunal du Conseil royal et le verdict rendu en faveur de Luca
on considéra que très grand était son mérite d'avoir si bien montré une valeur égale à celle de Dürer. Alors, je vais revenir sur le récit, la trame narrative, mais ce qui est intéressant, c'est que cette histoire n'est pas pure fiction. Aujourd'hui, conservée à la Pinacothèque nationale d'Athènes, la guérison du paralytique, réalisée en 1653, porte bien la signature de Luca Giordano. Alors, comment est-ce que je peux vous... Voilà, c'est ce que révèlent les études récentes qui ont été menées à la lumière infrarouge. Alors, j'avais demandé à l'époque au musée la communication de cette étude, cette photo infrarouge, où on voit la signature, on la devine, évidemment, L, Giordano, avec la date en dessous, 1653. En fait, cette signature de Giordano était dissimulée sous le cadre du tableau, tandis que le monogramme de Dürer, lui, était exposé de manière très visible dans l'espace de la représentation. En réalité, il s'agit moins ici d'une falsification, puisque l'artiste appose aussi sa signature sur la toile, en plus de celle de Dürer. C'est plutôt, comme il en existe d'autres dans les vies d'artistes, notamment de Vasari, une histoire de faux exemplaires qui témoigne du talent de Giordano, mais qui montre que le jeu sur la signature est déjà bien attesté. Et je trouve extraordinaire de pouvoir aujourd'hui, au XXIe siècle, retrouver la trace matérielle, car lorsqu'on parle de signature, en fait, on est vraiment dans la matérialité des œuvres. On pourrait revenir si vous le voulez, mais voilà, retrouver par cette photo infrarouge la trace indiciaire de la signature est quelque chose d'assez incroyable, en fait. Il existe, en fait, donc je reviens là à mon histoire des signatures falsifiées ou pastichées, il existe d'autres traces documentaires qui évoquent des tableaux portant des signatures erronées ou fausses. On les trouve notamment au moment de... Alors, moi, je la saisis, j'arrive à la saisir au moment où les tableaux commencent à arriver dans le nouveau musée du Louvre en 1793, parce qu'à cette occasion, les tableaux sont décrits, inventoriés. Et justement, on en revient au peintre Lebrun, qui était, comme je vous l'ai dit, le commissaire expert, donc marchand et expert au Louvre. En 1793, il écrit des observations sur le muséum dans lequel il attaque tous les artistes qui ont inventorié les tableaux en disant qu'ils n'ont pas de savoir expert et que seul un marchand comme lui est le détenteur véritable de savoir expert. Il veut défendre la place des marchands, en fait, au sein du premier Louvre. Et donc, il va dresser un réquisitoire contre les artistes qui ne savent pas détecter les faux. Une sainte famille, par exemple, de Gottfried Schalken est rendue à un auteur, Nicolas Vercollier. Il écrit « Attribué à Schalken, il est effectivement signé de ce nom, mais la signature est fausse. Le tableau est de Vercollier. » Alors, j'ai regardé, aujourd'hui au Louvre, le tableau est toujours attribué à Schalken. Je ne sais pas ce qu'il en est. De même, dans la galerie du musée Napoléon, publiée en 1802, un autre exemple, là je m'écarte un tout petit peu de Lebrun, un autre auteur, Joseph Lavallée, qui va identifier une fausse signature, Hannibal Carracci, sur ce tableau, Aîné et Anchise, donc toujours au Louvre, un tableau donc acquis par Louis XIII, qu'il attribue à Leonello Spada, et il est toujours aujourd'hui attribué à Leonello Spada, ce qui montre que, en fait, ce tableau, alors là, il faudrait faire l'histoire matérielle du tableau, mais le tableau arrive et est acheté par Louis XIII avec une fausse signature, Carracci, et puis on va enlever la signature, ou alors il faudrait voir si elle y est toujours, mais voilà, un petit peu... Voilà, et aujourd'hui, le tableau est attribué à Spada, grâce à Lavallée. Voilà quelques exemples de la manière dont on peut suivre, identifier, saisir des signatures fausses, erronées, pastichées. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer une signature dont l'origine reste tout à fait mystérieuse. Vous avez là sous les yeux un tableau de Jean-Honoré Fragonard, daté de 1769, aujourd'hui conservé à la Dulwich Picture Gallery à Londres. Il s'agit d'un tableau particulier qui appartient à ces portraits de fantaisie, vous savez, qui étaient réalisés pour des cercles très restreints d'amateurs extrêmement rapidement, avec une touche visible, avec un aspect esquissé, donc vraiment des tableaux destinés à des experts, à des hommes et des femmes qui savaient regarder les tableaux, qui appréciaient les jeux de l'expertise. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que ce tableau de Jean-Honoré Fragonard a été d'abord signé Fragot,
ce qui est typique de la signature des portraits de fantaisie de Fragonard, qui ne les signe jamais Fragonard, hein, mais Frago, Frafrago, Frago, Fragaga, Fragogo. Donc là, oui, c'est comme ça qu'il signe. Donc là, il signe Frago, et par-dessus, il y a un surpeint sur la signature, l'ajout d'une signature Grimou, beaucoup plus visible aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors je suis allée voir avec le conservateur à l'époque, hein, on s'est approché avec une loupe, nous aussi. Alors on distingue, mais vraiment, il faut savoir, hein, il faut deviner, ici il y a Frago, il est là, et par-dessus, cette signature Grimou, qui aujourd'hui est tout à fait visible, du nom d'Alexis Grimou, qui était un artiste qui était apprécié en son temps, hein, un artiste recherché pour ses sujets de buveurs flamands. Mais en fait, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que Grimou n'était pas un artiste qui avait une valeur économique supérieure à Fragonard. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. C'est-à-dire que voilà, il y a un premier tableau signé par Fragonard pour un petit cercle d'amateurs. Ensuite, le tableau a dû sortir de ce cercle. Il arrive dans la Dulwich Collection en 1811, dans la collection de Sir François Bourgeois, qui est à l'origine de la collection de la Dulwich, avec la signature de Grimou. Alors, est-ce que quelqu'un, un marchand, peut aviser finalement à un intermédiaire, à un peint, une signature fausse pour lui donner plus de valeur, alors qu'aujourd'hui Grimou a moins de valeur que Fragonard? On ne sait pas. Mais vous voyez, ces sujets de signature renvoient à la matérialité intime des tableaux, à l'histoire, à la biographie de ces tableaux, encore souvent énigmatiques. Je voulais vous montrer cette image vraiment pour insister sur le caractère matériel de l'objet tableau. Insister sur l'idée que l'authenticité d'un tableau est forcément liée à sa vie matérielle, susceptible donc de repeint, d'ajout, de suppression. Et cette matérialité, elle dialectise la question de l'authenticité, elle en montre les limites, elle en montre l'histoire. Car l'authenticité peut être mise en doute au moment de la réception, mais elle est en réalité présente dès le moment de la production. Car que cache le nom? Qu'y a-t-il dans un nom? Et donc là, je vais me déporter vers la signature, non plus au moment de la réception, d'accord, au moment de la revente du tableau, mais au moment de la production, de la réalisation. Et c'est là que j'en arrive à David. À quoi renvoie le nom exactement? Au XVIIIe siècle, la tradition des grands ateliers, sur le modèle de la Renaissance italienne, persiste. Dans cette tradition de l'atelier, qui repose sur un modèle collaboratif et collectif du travail artistique, le maître qui signe n'a pas forcément lui-même exécuté le tableau, ou en tout cas ne l'a pas lui-même exécuté forcément dans son entièreté. C'est ce qu'on peut appeler la tradition allographique de la peinture. Une peinture qui serait peinte par une personne autre que celle qui en réclame l'autorité. En voici un exemple fameux. Le Serment des Horaces du peintre Jacques-Louis David, conservé au Louvre, qui porte la signature du peintre. Vous voyez, L. David, Faciébat, Roma, et donne l'année 1784. Pourtant, on sait que l'œuvre fut partiellement réalisée par certains de ses assistants et élèves, notamment Jean-Germain Drouet, qui a participé à la préparation du Serment des Horaces en travaillant aux draperies et aux dessins préparatoires de la jeune Camille placée à l'extrême droite. Le caractère autographe du tableau ne peut tout de même pas être remis en cause. Il en va différemment d'un autre tableau, alors là je l'ai oublié, mais qui est une seconde version du Serment des Horaces, aujourd'hui conservée au musée de Toledo aux États-Unis. Donc cette version du Serment des Horaces est plus petite, d'accord ? Une fois encore, le tableau est signé par David. Donc là, ce que vous avez, c'est le détail de la signature de la réplique. Et alors, vous voyez que la signature n'est pas tout à fait la même. Donc là, c'est la réplique. Vous voyez, c'est plus petit, 130 x 166, 330 x 420. La signature est différente. Alors, voilà, LL David Faciébat. Et en fait, là, il y a écrit Paris, année 1786. Alors que l'original est réalisé à Rome. Ce qui est très intéressant, c'est que cette réplique a été réalisée par Anne-Louise Giraudet, entièrement,
qui est alors tout jeune peintre, élève de David, à peine âgé de 19 ans, promis à une belle carrière, et qui exécute cette deuxième version qui est commandée par le comte de Vaudreuil en 1786 à la suite du grand succès qu'avait remporté l'original au salon de 1785. Je vais un petit peu vite, mais pour dire quoi ? Pour dire que sous le nom, c'est donc bien l'atelier du maître qui travaille sans que les petites mains ne soient toujours publiquement créditées. L'authenticité est attestée. La toile est de David. Mais dans une conception large de l'authenticité pour des peintures qui ne sont donc pas toujours autographiques. Ce que je veux dire par là, c'est que notre conception matérielle de l'authenticité, elle a évolué au cours des siècles. Une telle conception de la peinture était pourtant en passe d'être mise à l'épreuve, donc cette conception allographique de la peinture, si vous voulez, le fait qu'un peintre, voilà, je pense à un autre tableau du Louvre, de Raphaël, enfin signé Raphaël, un petit tableau de dévotion qui s'appelle l'Abondance, on a la signature du maître en toutes lettres, Raphaël, il signait très peu. Donc on se dit c'est un gage d'authenticité et doctorialité, etc. En fait, le tableau a sans doute été réalisé par Giulio Romano. Voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on a cette longue tradition allographique de l'authenticité dans la peinture. Et cette complètement légitime, qui correspond à une conception du travail artistique. Et cette conception du travail et de l'authenticité commence à être remise en cause par une autre conception, qui est la conception une conception plus restreinte de l'authenticité fondée sur l'idée de la peinture comme art autographique. L'idée que l'artiste qui signe est celui ou celle qui doit avoir peint l'œuvre d'art. Alors pour ce dernier moment de mon projet, de mon papier, j'aimerais faire porter le regard sur les signatures des femmes artistes. Pourquoi ? À travers les signatures d'artistes femmes, se manifeste en effet de manière beaucoup plus prégnante que chez les hommes une nouvelle exigence d'authenticité, non plus seulement matérielle, mais aussi morale et personnelle. En revendiquant l'autographie de leurs signatures et de leurs peintures, ces artistes femmes affirment une présence à la toile et une authenticité qui trouve sa force performative dans une conception nouvelle du moi. Alors c'est un peu compliqué, mais voilà. Fondée sur un rapport personnel et subjectif à une personnalité intérieure, ce que le philosophe Charles Taylor, à la suite des écrits de Jean-Jacques Rousseau, a appelé les sources du moi. Ce que je veux dire par là, c'est que l'autographie de la signature ne témoigne plus seulement d'une authenticité matérielle, car autographe d'une peinture, mais elle renvoie à une authenticité morale de l'art. La peinture vient exprimer quelque chose d'authentique, elle vient exprimer les sources du moi, quelque chose qui est en train d'être pensé par les philosophes de l'époque, au premier rang desquels Rousseau. Autrement dit, la signature renvoie à un engagement de l'artiste dans sa toile, que l'on trouve notamment chez les femmes très clairement. Pourquoi les femmes ? Parce que pour les peintres femmes, la dimension autographique de leur peinture et donc de leur signature était essentielle. Les femmes peintres qui réussirent à faire carrière en ces années, et elles étaient plus nombreuses qu'on ne le pense, étaient souvent suspectées de ne pas avoir peint elles-mêmes leurs tableaux. On s'amusait de ce que leurs tableaux auraient été peints ou largement retouchés par leur mari ou leur père. Souvent peintres eux-mêmes, puisque les femmes peintres avaient un accès moins important à l'Académie royale de peinture. Donc, les femmes se formaient à la peinture dans les ateliers familiaux, notamment, et donc ça leur revenait comme un boomerang, c'est tellement bien, ça ne peut pas être elle qui l'a peint, c'est forcément son mari, son frère ou son père. Pour les artistes femmes, pas de possibilité de déléguer leur art comme dans les ateliers masculins que j'évoquais. Le statut d'autrice devait se confondre avec leur talent autographe. Autrement dit, elles devaient pouvoir performer leur art pour pouvoir en être reconnues comme des autrices. C'est ainsi qu'en 1782, alors qu'elle a déjà décidé de se présenter à l'admission de l'Académie royale, la portraitiste Adélaïde Labiguillard va devoir prouver que c'est bien elle qui peint ses tableaux, et non pas celui que l'on disait alors être son amant, le peintre François-André Vincent, déjà membre de l'Académie royale. Donc, en tant que portraitiste, Adélaïde Labiguillard avait pour obligation de remettre comme morceau de réception 1 ou 2 portraits d'académiciens. Pour prouver qu'elle est bien l'autrice de ces portraits et anticiper les critiques, elle doit montrer qu'ils sont autographes. Pour cela, elle va décider de peindre d'après nature, donc sur le vif,
Elle va leur montrer, elle va peindre qui? Les académiciens qui vont être ses juges. Donc elle va peindre devant eux leurs portraits. Et elle en peint 7. C'est ce qu'explique très clairement le peintre François-André Vincent à un autre peintre de ses amis, Saint-Ours. Alors je n'ai pas la citation, mais voilà, je vous la lis. « Vous savez que par un préjugé quelquefois fondé, on fait l'honneur aux hommes du talent que montrent les dames. Notre amie, Adélaïde, sentant tout ce que ce préjugé pouvait avoir de décourageant pour elle et de nuisible au succès de ses prétentions à l'Académie, a trouvé le moyen, peignant plusieurs de ses membres, de prouver que son talent était véritablement à elle. Prouver que son talent était véritablement à elle. Messieurs Pajou, Bachelier, Beaufort, Suvet, Vien, Goy et Voiriot, tout ça sont des collègues, des confrères académiciens, en se faisant peindre, se sont assurés du mérite de Madame Guyard. » Alors ça, c'est vraiment formidable, parce que 7 de ces futurs juges académiciens la voient donc à l'œuvre peindre leurs portraits. C'est à cette reprise, donc, Adélaïde Labille-Guyard se prête au jeu de la performance. Ces portraits sont tous signés à l'identique, de manière uniforme et répétée sur les murs du salon, car les tableaux sont ensuite exposés sur les murs du salon de 1783. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que les signatures sont très discrètes en réalité. Est-ce que vous les voyez ? Vous voyez là, l'habit femme Guyard, voilà. Et toutes les signatures sont ainsi finalement assez modestes. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer que par-delà la modestie de ces signatures s'exprime, si vous voulez, une performance extrêmement forte, une conception donc performative de l'authenticité, mais aussi la réclamation vient réclamer, si vous voulez, une autorité et une auctorialité, là, dans cette signature au crayon. Cette conception d'authenticité était d'autant plus problématique que dans la société française d'Ancien Régime, les femmes restaient mineures juridiquement. Celles qui étaient mariées, ou encore sous la dépendance d'un père jusqu'à 21 ans, ne touchaient pas les dividendes de leur travail. C'était leur père ou leur mari qui le touchait, c'est-à-dire que les femmes ne touchaient pas le produit de la vente de leurs tableaux. Ces artistes femmes pouvaient donc travailler à être autrices, elles n'avaient pas d'autorité juridique sur leur production artistique. Est-ce pour cette raison que la grande rivale d'Adélaïde Labille-Guyard, qui fut reçue la même année qu'elle, Élisabeth Vigée-Lebrun, avait cette manière tout à fait unique d'inscrire son nom dans la toile? Un exemple, encore d'un tableau conservé au Louvre, le portrait de Madame Mollet-Raymond, 1786, où le nom, alors vous pouvez aller voir tous les tableaux d'Élisabeth Vigée-Lebrun, c'est tout le temps comme ça, ou enfin très 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 souvent comme ça, le nom est gravé avec comment dirais-je, à l'aide d'un instrument pointu, un canif ou bien un couteau. Il est gravé dans la couche de peinture encore fraîche. Les lettres de son nom, voilà, Louise Vigée-Lebrun, F. 1786. Élisabeth Vigée-Lebrun signe son nom, sort ses griffes. Tracer son nom dans la peinture témoigne de la matérialité du faire. C'est un geste qui recèle une forme de violence. On est loin d'une approche humaniste, savante du geste pictural. À sa manière élégante, Vigée-Lebrun exprime sa présence à la toile et revendique son geste autographe de peintre. On comprend qu'une telle manifestation d'autographie prenait un sens particulièrement fort dans un contexte où les femmes étaient souvent suspectées de ne pas avoir exécuté elles-mêmes de leurs mains les tableaux qui portaient leur signature. Mais le manifeste politique en faveur des peintres femmes, et je vais conclure avec ce tableau, viendra bien d'Adélaïde Labille-Guyard. On connaît son autoportrait aux 2 élèves de 1785. Il est conservé au Metropolitan de New York, exposé la même année que le Serment des Horaces. Elle se peint, le regard fièrement plongé dans celui du spectateur ou de la spectatrice, en prenant soin d'ajouter derrière elle ses 2 élèves. Elle revendique ici son statut de maître d'atelier. Et surtout, elle travaille la visibilité de sa signature. Celle-ci est apposée au premier plan du tableau, au dos, vous voyez, du chevalet de l'artiste, l'habit femme Guyard, 1785. La signature sort de l'ombre, elle va vers la lumière. L'artiste se représente, vous voyez le pied gauche bien posé sur le chevalet. Elle se réapproprie les instruments de l'atelier, donc le chevalier.
En plaçant son nom de manière démonstrative, l'artiste redouble le propos de l'autoportrait. Elle se présente dans son atelier avec ses élèves et ses instruments. Et c'est bien elle qui a peint ce tableau. Car on l'a bien compris désormais, il ne faut pas se méprendre sur ces signatures, apparemment modestes ou peu signifiantes chez les femmes. Elles ne sont pas de simples conventions. Elles affirment une revendication d'autorialité. Cet autoportrait de la Biguillère a bien une dimension politique. À travers ce nom, Adélaïde Labiguillard affirme la présence des femmes dans l'espace public de la peinture. La radicale modernité de ce tableau, pour moi, se manifeste dans la manière dont il fait dialoguer, il fait se conjuguer deux conceptions de l'authenticité. La toile est authentique parce qu'elle est matériellement réalisée de la main du peintre, mais elle est authentique aussi d'un point de vue moral, qui est lui beaucoup plus neuf. Elle exprime l'engagement politique de l'artiste dans son art, sa présence dans la toile. Deux régimes d'authenticité qui convergent, authenticité morale, authenticité matérielle, dans la signature autographe. Pourtant, et je terminerai sur cette idée-là, une telle unanimité est bien rare, et contrairement à une idée reçue, la signature, et je vous laisse avec cette idée-là, ne peut à elle seule être considérée comme un signe ou un indice d'authenticité. Merci. Merci beaucoup Charlotte Guichard pour ce très beau panorama de tous les aspects que peuvent revêtir la signature sur ce long XVIIIe siècle. Je propose qu'on passe maintenant aux questions de la salle. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des micros qui... Je vais le faire. Oui, merci, c'était très très intéressant. Vous avez rappelé que les ébénistes étaient soumis à l'obligation d'estampiller au XVIIIe siècle, contrairement aux peintres. Donc comme c'est ma spécialité, je voulais juste vous donner deux, trois moyens de réflexion. C'est intéressant parce que l'obligation pour les ébénistes d'estampiller, par la corporation des ébénistes, elle date de 1637. Ensuite, elle tombait en désuétude et elle a été réactivée en 1743. Donc les ébénistes avaient l'obligation d'estampiller, de signer sous une forme d'estampille. C'est-à-dire pas une signature comme elle faisait avec un stylet ou avec un pinceau. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que dès 1637, on a des procès qui sont faits par la corporation des ébénistes à d'autres corporations pour des cas de fausses estampilles. Et au XVIIIe siècle aussi, on a d'autres procès. Donc l'histoire des fausses estampilles existait déjà au XVIIe et au XVIIIe siècle, comme vous avez rappelé l'histoire de Luca Giordano et de Dürer. Donc c'est assez intéressant. Et puis juste la dernière chose, c'est que le premier dictionnaire des signatures d'ébénistes, d'estampilles, il date de 1923. Pas 1750 comme pour les peintres. Mais on pourrait expliquer, il y a des raisons qui sont tout à fait simples. Voilà. Et puis alors juste deux petites questions. Vous pensez que la première signature sur un tableau, sur une peinture, date de quand? Est-ce qu'on peut le dire ou pas? Et vous pensez que la mode, entre guillemets, des fausses signatures sur des tableaux, ça date de quand? Quand est-ce qu'on a commencé à mettre des fausses signatures? Peut-être c'est des questions auxquelles on ne peut pas répondre, mais je voulais savoir. Pas sur des fresques, bien sûr, mais sur des peintures, soit de chevalet, soit des peintures sur toile ou sur bois. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Oui, non, mais le dialogue avec d'autres types d'art est très important pour réfléchir sur ces questions-là. Donc, par exemple, l'ébénisterie, c'est vraiment très intéressant. Aussi pour réfléchir au fait que signer un tableau n'a rien d'évident en réalité. Nous, on a toujours l'habitude d'aller voir, chercher la signature, mais en fait, ça n'a rien de naturel. Il faut dénaturaliser cette idée-là. Alors que chez l'ébéniste, de toute façon, on n'avait pas le choix. Donc, c'est normal de trouver la double signature, d'ailleurs, celle de la jurande et puis celle de l'ébéniste. Les signatures, je pense, apparaissent avec l'Antiquité. On a des Plines, on a des traces de tout ça. On a en peinture comme en sculpture, voilà. Ensuite, on a souvent dit que pendant le Moyen Âge, la pratique de la signature disparaissait. Il n'en est rien. En réalité, beaucoup de collègues ont travaillé sur le Moyen Âge, notamment en Allemagne, et on a toute une série de signatures qui sont très importantes. Donc voilà, la signature, je dirais qu'elle est aussi vieille que l'histoire de la peinture ou de la sculpture. Voilà. Sur la question des fausses signatures, quand est-ce qu'elles apparaissent?
Mais je pense qu'elles apparaissent aussi à l'Antiquité, parce qu'on a aussi des traces. Mais simplement, on a des traces textuelles, on a des récits. En fait, si vous voulez, on a des récits qui sont des histoires. Donc on a des narrations qui nous racontent des histoires de faux, de jeux entre le vrai et le faux, de trompe-l'œil, voilà. Donc là, et alors bien souvent, ces histoires ont une morale, un petit peu comme celle dont je parlais autour de Luca Giordano. En fait, il s'agit d'attester du talent illusionniste du peintre. En fait, l'idée derrière tout ça, c'est de montrer le talent incroyable de Luca Giordano, mais plus généralement, la qualité mimétique de l'art de la peinture. Donc on a ça aussi chez Vasari, etc. Donc il faut distinguer les récits de faux, qui relèvent d'un genre, comme celui que j'évoquais, et puis les traces qu'il faut ensuite essayer de trouver, et ça c'est la tâche de l'historien ou de l'historienne. Et ça c'est beaucoup plus difficile. Et donc moi je vous ai donné quelques exemples de fausses signatures, mais c'est très très difficile. Pourquoi ? Parce qu'aussi je pense que les tableaux sur lesquels moi j'ai travaillé sont des tableaux qui sont souvent dans les musées, donc qui ont été rentoilés, qui sont pas dans le même état que si on les trouve dans un grenier et encore voilà. Donc c'est cet aspect de la matérialité du tableau aussi qui est très importante en fait. Plutôt que de parler de faux, moi je parlerais d'histoire, de matérialité de ces objets qui sont aussi des marchandises. Oui, c'est juste un commentaire. Je suis pour ma part un peu troublé par l'utilisation que vous faites de la distinction entre autographe et allographe. Alors, comme on sait, c'est une distinction qui a été introduite par Nelson Goodman dans Languages of Art pour distinguer la peinture comme art autographe et la littérature comme art allographe. Donc, la peinture, oui, il l'a fait précisément par rapport à la question du faux. Donc, alors, l'art est autographe parce qu'une peinture, c'est un objet unique. Et si on recopie une peinture, on fait un faux. Un texte, par contre, est allographe. Et par conséquent, on peut reproduire un texte sans que ce soit un faux. Donc là, je ne comprends pas bien. Pour moi, la peinture est toujours autographe. Donc, utiliser cette distinction par rapport à la signature, ça me gêne un peu. Voilà. Oui, je pense que là, c'est une question de discipline. C'est-à-dire qu'en philosophe, Nelson Goodman, en effet, introduit, il va conceptualiser ces deux formes d'art. Moi, je pense que, en tant qu'historien ou historienne de l'art, si on veut comprendre les pratiques, on est obligé, d'aller vers les pratiques. Et donc, cette distinction philosophique, conceptuelle, que lui, il opère entre l'art de la peinture et puis la littérature, mais aussi la danse ou la musique, etc. Eh bien, moi, je propose, en fait, d'importer ces thèmes dans le domaine de l'histoire de l'art et pour montrer ce qu'ils font rejouer, en fait. Car non, la peinture n'est pas un art autographique. Si vous voulez, pour nous, historiens de l'art, non, la peinture, elle n'est pas... on peut répéter un tableau, on peut performer un tableau. Vous voyez, je pense que la distinction de Goodman, elle est intéressante pour réfléchir au système des arts. Mais ensuite, lorsqu'on réfléchit aux pratiques, lorsqu'on réfléchit à l'histoire de la peinture, on est obligé de se déprendre de cette conception, je dirais, un peu idéaliste de l'art de la peinture pour rentrer et pour compliquer en fait. Roger de Pile, que j'évoquais dans ma présentation, disait que les peintriciens répétaient ses toiles, donc ils les répétaient, ils pratiquaient la répétition comme un auteur de comédie. Donc vous voyez, peut-être que les conceptions philosophiques ici méritent d'être historicisées et permettent de compliquer un peu les choses. Et c'est ça qui me semble être intéressant. Mais je conçois que ça mette un peu de trouble dans les oppositions peut-être plus habituelles. Et par ailleurs, ça ne remet pas en cause l'intérêt de la lecture de Goodman, sur un autre plan, je dirais. Je crois qu'on a encore le temps pour une toute dernière question.
Oui, mais c'est pas grave. Merci beaucoup. Bonsoir, Marc-André Paulin du C2RMF. Je rebondis sur la question de Bill Palot concernant en fait les estampilles. Et en fait, la question en ébénisterie que l'on se pose aussi, et peut-être que ça fait le parallèle avec le tableau que vous avez montré de Frago et Grimou, c'est la question en fait des ébénistes qui restaurent en fait du mobilier. Les ébénistes du XVIIIe siècle qui restaurent du mobilier qui date du début du XVIIIe siècle et sur lesquels en fait ils viennent poser leur estampille. On voit parfois que ces meubles-là sont terriblement remaniés, terriblement modifiés et finalement se pose la question de l'authenticité et du fer de fer. Et finalement, à quel niveau on se situe? Est-ce que c'est plutôt un objet de la fin du XVIIIe siècle quand c'est un ébéniste de la fin du XVIIIe siècle ou par rapport à un objet qui a été créé 50 ans avant ou 60 ans avant. Voilà. Donc c'est également en fait de nombreuses interrogations qui sont menées et sur ce principe justement de l'estampille d'ébéniste qui restaure et qui modifie les meubles. C'est une question très très vaste, mais c'est vrai que la matérialité, donc je ne pourrais pas y répondre tout de suite. C'est la question des ébénistes et des restaurateurs de tableaux, des gens qui travaillent la matérialité des objets, c'est-à-dire qu'on a une idée comme ça idéale de l'authenticité immuable à travers le temps. Il y aurait un objet authentique qui traverserait les âges et il faudrait le restaurer à l'original, etc. Or en fait, c'est ça aussi que je voulais montrer dans ma conférence aujourd'hui, c'est que la question de l'authentique, elle n'est pas simplement du côté de la réception et du côté de la production dès l'origine. Déjà, qu'est-ce que c'est que cet objet? Vous voyez, il est fait à plusieurs mains, mais on ne connaît qu'un auteur. Vous voyez, il a été retravaillé, repeint, recadré. Enfin voilà. Donc ça, ce sont des questions, je dirais, complètement ouvertes, qui sont passionnantes et qui posent la question de la conception même de l'authenticité. Qui font en effet compliqué, je pense, et que aujourd'hui les études sur la matérialité des œuvres d'art, l'importance de la provenance, de la biographie des œuvres permet de retravailler de manière très nouvelle en fait, beaucoup plus délicate qu'auparavant peut-être. Merci beaucoup, c'est sur ça qu'on va se quitter. Encore un grand merci Charlotte Guichard pour cette conférence. Merci à vous d'être venus et bonne fin de festival.